Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc d'explication pour le chapitre 5 de géographie, donc à savoir le changement global et ses effets. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels. Donc moi, je fais tout en même temps, en une seule vidéo. Vous, évidemment, vous y allez petit à petit. Vous pouvez revenir un tout petit peu plus tard. Donc faites partie par partie. N'oubliez pas, on fait jamais en classe un cours en une seule fois. Donc là, à la maison, faites pareil. Vous mettez pause, enfin vous coupez et vous revenez le lendemain, le surlendemain, etc. Allez-y petit à petit. De la même façon, n'oubliez pas que la vidéo ne vous dispense pas d'aller voir les documents, c'est les deux en même temps, mais vous devez aussi faire le travail par vous-même. Ceci étant dit, on avance. Donc, chapitre 5, le changement global et ses effets, donc c'est le nouveau chapitre de géographie. Alors, en introduction, on va déjà expliquer un peu ce que c'est que le changement global. On appelle changement global, vous avez la définition ici, l'ensemble des modifications, des changements à l'échelle de la planète qui vont augmenter les risques pour les sociétés, c'est-à-dire pour les habitants de la planète. Alors, le mot changement global, en fait, il recouvre beaucoup de choses différentes. Comme je le disais, c'est l'ensemble de tous les changements qui se passent sur Terre et qui vont faire qu'il va y avoir plus de risques naturels. Par exemple, l'augmentation de la population mondiale, on est de plus en plus nombreux sur Terre, ça je vous l'ai déjà expliqué. Le changement climatique, donc l'augmentation des températures qui est surtout liée à la pollution, je vais revenir dans un instant. La montée du niveau des eaux, tout ça, ça fait par exemple partie de ce qu'on appelle le changement global, mais il y a encore d'autres choses qui ne sont pas listées ici, d'accord? Donc, je répète une dernière fois, le changement global, c'est l'ensemble de tous les changements sur Terre qui font qu'il va y avoir plus de risques pour ceux qui y habitent. D'accord ? Donc, j'ai dit que un des principaux aspects du changement global, c'était le changement climatique. Alors, on va prendre un tout petit peu de temps pour expliquer ici. Alors, vous avez ici un schéma qui vous montre ce que c'est que l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi ? Vous avez ici la Terre, et vous avez jusqu'ici, là, toute cette zone-là, c'est l'atmosphère de la Terre. Sans l'effet de serre, sans certains gaz, la lumière du soleil, enfin la chaleur du soleil plutôt, l'énergie serait donc très peu absorbée par la Terre et donc le rayonnement repartirait vers l'espace. S'il n'y avait aucun effet de serre, il ferait environ moins 18 degrés sur Terre. D'accord ? Donc l'effet de serre, déjà, c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal, et sans l'effet de serre, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Enfin, voilà, ce serait nettement plus compliqué, à moins 18 degrés. Néanmoins, donc les gaz polluants, notamment donc la pollution au CO2, etc., vont aggraver l'effet de serre. Il va y en avoir un peu trop, en fait, si vous voulez. L'effet de serre, c'est quoi ? C'est donc un certain nombre de gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère, comme par exemple le dioxyde de carbone, et qui vont bloquer, si vous voulez, la chaleur du soleil sur Terre. Au lieu d'être renvoyé dans l'espace, le rayonnement, donc la chaleur du soleil, si vous voulez, va se retrouver piégée, va retourner vers la Terre, va à nouveau la réchauffer, et ainsi de suite, avant finalement de pouvoir s'échapper et de pouvoir donc partir dans l'espace. C'est donc un ensemble de gaz qui va réchauffer de plus en plus la planète à cause de cet effet de gaz à effet de serre. Je répète une dernière fois au cas où c'était pas clair. Donc les gaz à effet de serre, donc parmi eux le principal, le CO2, retiennent la chaleur du soleil à l'intérieur de l'atmosphère de la planète, et ça va faire que le climat se réchauffe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal, c'est ce qui nous permet d'avoir des températures qui sont en moyenne de 15 degrés sur la planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la pollution, il y en a trop, et les températures montent, augmentent de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. D'accord ? Donc, si on revient sur le cours, donc le changement global peut générer des risques pour les sociétés humaines qui tentent de les éviter ou de s'y adapter. C'est ce que nous on va voir dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que
tous ces changements, les changements du changement global, augmentation de la population sur Terre, changement climatique, donc l'augmentation des températures, la montée des eaux dans les mers et les océans, tout ça va créer des risques pour les sociétés humaines. Un risque, c'est un danger qui peut menacer un groupe humain. Un risque naturel, c'est un risque qui vient de la nature. Donc, je fais juste une parenthèse ici pour vous expliquer la différence entre un risque naturel et une catastrophe naturelle, parce que souvent vous vous trompez. Un risque, c'est quelque chose qui peut se passer, qui peut être dangereux. Par exemple, j'habite sur un littoral, près de la mer, il y a un risque de tsunami. À certains endroits, il peut y avoir des risques de tsunami. Il peut y avoir un tsunami, ça peut se passer, et ça peut être dangereux. Une catastrophe naturelle, c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qui a causé des morts et des destructions. C'est-à-dire, le tsunami, il a eu lieu. Voilà, là, le tsunami, il est déjà passé, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des destructions, ça c'est une catastrophe naturelle. D'accord ? Risque, ça peut se passer, catastrophe, ça s'est déjà passé. D'accord ? Donc, avec le changement global, il y a de plus en plus de risques pour les groupes humains sur la planète, et ces groupes, ces sociétés vont essayer de les éviter, vont essayer de s'adapter en fait au changement global pour se protéger. Dans ce chapitre, on va voir comment elles se protègent et est-ce que toutes les sociétés humaines, tous les pays, si vous voulez, pour parler plus clairement, sont égaux face au changement global. Alors, comme d'habitude, en géographie, on va commencer par des études de cas, donc grand 1, études de cas, et grand A, le Bangladesh face aux effets du changement global. Là, on va prendre la fiche d'activité, que normalement vous avez également reçue via le NT, donc on y va. Je rappelle à tout le monde que ici je fais la correction de la fiche, mais que vous êtes déjà censé tout seul l'avoir travaillé au crayon à papier. Moi, je ne fais que la correction, je ne vais pas relire tous les documents, je vais juste donner des explications supplémentaires. Donc, vous êtes censé déjà avoir fait la fiche chez vous. D'accord ? Alors, on commence par la première question. Présenter le Bangladesh, localisation, donc où est-ce qu'il est situé, la densité de population et le niveau de développement du pays. Donc pour ça, on prend la page 278 de votre manuel et on va commencer par regarder la mini-carte ici. Donc, on prend notre carte, voilà, et on remarque que le Bangladesh est un petit pays qui est situé à l'est de l'Inde, donc globalement, c'est en Asie du Sud. D'accord ? Si maintenant on prend quelques chiffres, je ne sais plus où c'était, c'est là. Si on prend quelques chiffres, on voit que le Bangladesh est un pays de 160 millions d'habitants et que c'est le pays le plus densément peuplé au monde. Ça veut dire qu'en moyenne, dans tout le pays, il y a 1173 habitants par kilomètre carré. Pas seulement en ville, partout dans le pays. Donc c'est vraiment une densité de population très très importante. Pour rappel, la densité moyenne de population en France, c'est 118 habitants par kilomètre carré. Là, on est à 1173 habitants par kilomètre carré. Donc la population est vraiment concentrée. Il y a beaucoup d'habitants au même endroit. On remarque, mais ça on aura largement l'occasion d'en reparler, qu'il y a 8000 victimes par an, 8000 morts par an à cause des effets du changement climatique. On en reparlera. Et on remarque que l'IDH, donc normalement ça vous savez déjà ce que c'est, parce qu'on l'avait déjà vu dans un précédent chapitre, c'est l'indice de développement humain, l'IDH est de 0,5. Rappelez-vous, l'IDH c'est un chiffre entre 0 et 1, et plus on est proche de 0, moins le pays est développé, plus on est proche de 1, plus le pays est développé. Vous vous rappelez, l'IDH prend en compte la richesse des habitants, est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce qu'ils peuvent avoir une bonne alimentation, est-ce qu'ils peuvent se soigner, etc. 0,5 c'est faible, c'est même très très faible en termes d'IDH. Vous voyez que le pays est 146e sur 187, donc le Bangladesh est un pays très pauvre. Donc, pour ça, vous pouvez prendre la correction. Donc, moi, je vais passer vite, mais vous avez le fichier aussi qui vous a été envoyé par le NT. Donc, au besoin, vous pouvez recopier directement là-dessus. Le Bangladesh est un pays d'Asie du Sud, situé à l'est de l'Inde. C'est le pays le plus densément peuplé du monde, avec 1173 habitants par kilomètre carré. C'est également un pays faiblement développé et très pauvre. Son IDH est de 0,5. On va continuer avec la suite de la fiche d'activité. On vous demandait de compléter le schéma pour répondre aux questions clés.
à quel risque le Bangladesh est-il confronté et quelles sont les réponses apportées. Donc, vous remarquez que là, il y a beaucoup de flèches pour ce schéma. J'expliquerai tout ça une fois qu'on aura déjà commencé un tout petit peu. Pour le moment, on va commencer par voir quel risque apporte le changement global au Bangladesh. D'accord ? Donc, on va prendre les documents 2 et 4, page 278, et on va se pencher là-dessus. Donc, si on regarde un tout petit peu ces cartes, que je ne peux pas ouvrir comme ça, c'est pas grave, on va faire comme ça. De façon à ce que vous voyez mieux, j'enlève la caméra un tout petit peu. Voilà. Donc, on a deux cartes ici. On a des cartes qui nous montrent les densités de population. Donc, plus c'est foncé, plus c'est peuplé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la deuxième carte ici qui nous montre les risques naturels. En vert, on a les espaces non exposés au risque d'inondation, c'est-à-dire les espaces qui ne risquent rien. En bleu, ici, on a les espaces inondés par les fortes pluies en période de mousson. La mousson, c'est en Asie la saison des pluies. Donc c'est une saison où il va pleuvoir énormément pendant des jours, voire des semaines entières. Donc forcément, c'est une période donc, où il y a souvent des inondations. Et en bleu foncé, c'est les espaces inondés lors des grandes marées, donc des espaces qui peuvent aussi être inondés par de l'eau qui vient donc de l'océan Indien. Okay ? Si on regarde la carte, on voit que la majeure partie du pays est soumise à des risques d'inondation, dont des parties qui sont très très peuplées. Donc, ça, c'est la première chose. On va prendre aussi ce texte, alors je ne vais pas tout lire parce que là aussi vous êtes censé l'avoir déjà fait à la maison, je vais juste reprendre quelques éléments. Donc, on a parlé des inondations au Bangladesh, on voit aussi qu'il y a des tempêtes et des cyclones, et c'est pas juste une fois tous les 10 ans, donc cet habitant du Bangladesh dit que ça arrive souvent, et que ça peut durer, donc la période pendant laquelle il y a des inondations, des tempêtes, etc., ça peut durer quelques semaines, parfois un mois, etc. Donc, je ne relis pas tout, encore une fois, normalement vous avez lu l'intégralité du texte. Donc, ça, c'est la première chose, donc j'afficherai la correction tout à l'heure. Le Bangladesh est exposé donc à des risques surtout d'inondation, mais il y a aussi des tempêtes donc, qui le menacent, et des cyclones. Et on remarque que les régions qui sont les plus touchées, c'est surtout le sud du pays, parce que il est près de l'océan, donc il va être surtout sujet, là, enfin plus sujet que l'intérieur des terres, aux cyclones, mais aussi aux inondations qui viennent de l'océan. D'accord ? Si on avance, un territoire vulnérable, ça veut dire un territoire fragile, document 1 à 4 et chiffres clés, quelles sont les conséquences de ces risques naturels pour le Bangladesh et sa population ? Donc, on a dit qu'il pouvait y avoir des inondations, des tempêtes et des cyclones. Pour la population, ça va changer quoi ? Donc, je reviens sur ce texte-là. Donc, cette personne qui habite le Bangladesh dit que en 40 ans, elle a déménagé 8 fois et qu'au début, c'était tous les 10 ans. Alors, elle a déménagé, on comprend qu'évidemment, c'est déménager vers une zone qui n'est pas inondable. Mais les 3 dernières fois, c'était tous les 5 ans, toujours à cause des inondations. Déplacer sa maison, ça veut dire recommencer une nouvelle vie. Se déplacer coûte très cher, et n'oubliez pas qu'on est dans un pays très très pauvre. Quand il faut partir, je perds mes terres, puisqu'il doit être paysan ou éleveur, donc il abandonne sa ferme avec ses terres, etc. Ses économies, puisque il faut racheter une nouvelle maison, racheter des terres, etc. On devient de plus en plus pauvre. On est 8 dans la famille, je ne sais pas comment on va survivre. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est que les populations du Bangladesh, pour fuir les inondations, doivent souvent se déplacer, et que se déplacer les paupérise. Paupériser, c'est un verbe qui veut dire faire devenir de plus en plus pauvre. D'accord ? Puisqu'évidemment, déménager, c'est pas gratuit, ça coûte cher, et vous abandonnez en fait tout derrière vous, ce qui évidemment n'est pas anodin. Donc,
Là, vous avez une photo en fait lors d'une inondation, donc vous voyez que l'eau rentre dans les maisons. Là, c'est pareil, il faut imaginer que ces populations qui sont déjà relativement non, qui sont pauvres, hein, tout simplement, vont perdre aussi beaucoup de choses. Lors des inondations, ils peuvent perdre le peu qu'ils ont, donc des objets à eux, etc. Donc, encore une fois, ça aggrave la pauvreté. Et enfin, les gens qui doivent fuir donc les zones inondables à la campagne vont aller toujours plus nombreux vers les grandes villes, et vu qu'ils sont très pauvres, où est-ce qu'ils vont habiter? Dans des bidonvilles, donc pour rappel, ces quartiers qui sont construits directement par les habitants, avec des matériaux de récupération, et donc à cause du changement climatique, les populations qui fuient ces conséquences, les inondations, les tempêtes, etc., vont faire grossir les bidonvilles de la ville. Petite parenthèse, les personnes qui fuient les conséquences du changement global, donc qui vont fuir par exemple parce que l'endroit où ils habitaient va être inondé, etc., ces populations-là, on les appelle des réfugiés climatiques. D'accord ? Réfugié, c'est un mot qui veut dire quelqu'un qui part de chez lui parce qu'il n'y est pas en sécurité, parce qu'il risque de mourir, hein, la plupart du temps. Un réfugié climatique, c'est quelqu'un qui quitte donc l'endroit où il vivait parce qu'il n'y est plus en sécurité à cause du changement climatique. Ok ? Donc, on va faire une petite pause ici pour regarder un peu notre schéma. Donc, le Bangladesh est menacé par des risques naturels, comme les inondations, les tempêtes et les cyclones. Les régions les plus touchées sont les régions du sud, on l'a dit, parce qu'elles sont le plus près du littoral, et donc plus souvent inondées, ou sur le passage des cyclones. Ces risques naturels vont menacer des territoires qui sont fragiles. Les catastrophes naturelles liées au changement global, donc les inondations, les cyclones, etc., font chaque année plus de 8000 victimes au Bangladesh. Ça, on l'avait vu quand on a regardé les chiffres clés. Beaucoup d'habitants perdent tout dans ces catastrophes et s'appauvrissent de plus en plus. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Lors de ces inondations, ces populations qui sont déjà très très pauvres vont perdre le peu de matériel qu'elles ont, vont souvent devoir partir, quitter leur maison, quitter leur champ, etc. Et donc, dans ce processus-là, ils perdent de l'argent. Beaucoup sont obligés de déménager à cause des risques naturels, on les appelle les réfugiés climatiques, et même si c'est pas marqué, souvent ces gens étant très pauvres, où est-ce qu'ils vont? Dans les villes et dans les bidonvilles, puisqu'ils ne peuvent pas se payer un logement. D'accord ? On avance un tout petit peu et on va essayer de voir comment le Bangladesh essaye de répondre à ces problèmes, quelles solutions est-ce qu'il essaye d'apporter. Et pour ça, donc, on va prendre, je crois que c'est le document de la page d'après, voilà, document 5 à 9, donc quelles sont les solutions mises en place au Bangladesh pour se protéger. Alors, on avance un peu. Donc, pour se protéger des conséquences du changement global, les habitants du Bangladesh vont faire plusieurs choses. Premièrement, ils vont construire des digues. Une digue, c'est ce que vous avez ici, c'est en gros un mur en terre la plupart du temps, qui est construit pour essayer de freiner les inondations. Donc là, on le voit qu'ils le construisent à la main, on remarque qu'ils ont pas de machine, ils font tout avec des outils à main. Ils vont chercher de la terre et ils construisent un mur. Alors, évidemment, c'est pas forcément très très efficace, c'est un peu les moyens du bord. N'oublions pas qu'on est dans un pays très très pauvre, qui n'a pas les moyens de construire quelque chose en dur. Là, c'est les habitants qui se débrouillent tout seuls, l'État n'a pas les moyens d'intervenir. Donc, premièrement, construction de digues pour essayer d'empêcher, ou du moins de rendre moins graves les inondations, freiner aussi les vagues qui risquent d'arriver pendant les tempêtes, etc. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des ateliers de prévention des risques, c'est-à-dire que des personnes viennent expliquer dans les villages les bons comportements à avoir en cas d'inondation, en cas de tempête, etc. Alors, à quoi ça sert ?
C'est un peu la même chose que nous quand on est au collège et qu'on fait des exercices incendie, qu'on vous explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas de problème, d'incendie ou voilà, d'intrusion dans le collège. C'est pour que vous sachiez comment réagir le jour, enfin si jamais ça se produit. Sauf qu'on est dans un pays très pauvre ici, donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été à l'école et beaucoup d'enfants n'y vont pas. Donc il y a des personnes qui se déplacent directement dans les villages pour expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, en gros, la personne explique que en cas d'inondation, il ne faut pas chercher forcément à fuir, parce que la vague va beaucoup plus vite que vous, même si vous êtes en véhicule. Ce qu'il faut faire, c'est se réfugier en hauteur, donc essayer de monter sur le toit de sa maison ou sur un arbre, ce genre de choses. D'accord. Il va aussi expliquer qu'il faut prévoir donc, des choses qui sont sur pilotis, en fait, essayer de surélever sa maison et ses meubles pour éviter de tout perdre. Donc, on met aussi en place ça. Quoi d'autre? Ici, donc il est question d'agir à l'échelle mondiale. Pourquoi? Puisque le Bangladesh n'est pas responsable en fait de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, on a expliqué tout à l'heure que plus il y avait de pollution dans le monde, plus ça augmentait le gaz qui retient la chaleur du soleil sur Terre, et que c'est ça qui faisait l'augmentation donc des températures. Or, c'est l'augmentation des températures qui va, si vous voulez, un peu dérégler les courants marins, etc. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles, de plus en plus de cyclones, de plus en plus de tempêtes, etc. Sauf que, si vous avez lu ce texte à la maison, vous avez probablement compris qu'en fait, le Bangladesh, lui, n'émet que 0,3 tonnes de CO2 par an. 0,3 tonnes de pollution, si vous voulez, par an. Aux États-Unis et en Europe, les pays dépassent souvent les 10 tonnes par individu. Ça veut dire qu'en fait, les Bangladais ont beaucoup de problèmes dus au changement global, causé par la pollution, alors que finalement, lui, il pollue très très peu. Donc, ce que demandent les Bangladais, c'est que les autres pays du monde agissent aussi à leur échelle et qu'ils essayent de réduire la pollution aussi pour eux. Le Bangladesh, la personne dit aussi que le Bangladesh a besoin d'argent, donc il demande aussi aux pays qui polluent le plus, il dit, bah voilà, à cause de votre pollution à vous, vous nous créez des problèmes dans notre pays, ça serait logique que vous nous aidiez à nous protéger de toutes ces catastrophes finalement qui sont votre faute en fait, parce que c'est à cause de votre pollution qu'on a nettement plus d'inondations, nettement plus de tempêtes, nettement plus de cyclones. D'accord? Donc, est-ce que les autres pays réagissent? Alors, comme souvent, oui, mais assez lentement. Donc là, on a quelque chose donc, qui émane, si on regarde en bas, donc de la Commission européenne. Donc les autres pays vont aider le Bangladesh à se protéger. En leur donnant, en allant construire là-bas des abris résistants aux cyclones et aux inondations, pour protéger les populations quand ça arrive. Des programmes d'eau potable aussi vont être mis en place. Alors pourquoi ? Parce que souvent après une inondation, on ne peut plus aller récupérer l'eau au puits parce qu'ils sont contaminés. Il y a des animaux morts, etc. Il y a beaucoup de saleté que l'inondation a amené dans le puits. Et donc souvent les gens, après une inondation ou après une tempête, ils n'ont plus d'eau potable. D'accord ? Donc on va aussi les aider là à récupérer de l'eau. De nouvelles digues seront construites, cette fois-ci des digues plus solides, donc puisque là on va les aider à les payer. Et on va aussi aider le Bangladesh donc à replanter la mangrove. Alors la mangrove, c'est une forêt inondée
Vous pouvez taper mangrove, là je vais pas le faire pour gagner du temps, mais vous pouvez taper mangrove dans Google Images si vous voulez voir ce que c'est. La mangrove, en fait, c'est une forêt inondée près de la côte, en fait, qui va freiner les vagues quand il y a des tempêtes. Le problème, c'est que ces mangroves, en fait, ont été coupées par l'homme au fur et à mesure des années pour construire des choses, pour construire des villes. Le problème, c'est que du coup, si vous voulez, la côte est à nu, il n'y a rien qui va freiner les vagues quand elles arrivent, et donc c'est beaucoup plus grave. Donc là, on va donner de l'argent pour replanter les mangroves. Dernière chose, on va aussi, donc les pays du monde vont aussi aider le Bangladesh à construire des habitations sur pilotis. Donc là, vous voyez que c'est des piliers en béton et les habitations sont construites au-dessus. Alors attention, ça, c'est financé seulement dans certains villages, mais malheureusement pas partout. Okay, donc, si on regarde un peu, au niveau local, ça veut dire dans les villes et les villages, les habitants s'organisent pour se protéger des conséquences du changement global, mais souvent avec peu de moyens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour construire des choses qui les protégeraient efficacement. Par exemple, des digues en terre sont construites pour se protéger des inondations, mais c'est pas très efficace. De la prévention est également mise en place, donc c'est expliquer aux habitants l'attitude à avoir en cas de catastrophe naturelle pour éviter en fait des situations de panique où les gens font le contraire de ce qu'ils devraient faire, comme par exemple fuir en courant sur le plat au lieu de monter en hauteur lors d'une inondation. Au niveau national, le gouvernement souhaite améliorer son système d'alerte pour les cyclones et les tempêtes et construire de meilleures digues et des abris résistants aux cyclones. Pour ça, le Bangladesh va recevoir des aides au niveau international pour l'aider à se protéger. Donc les autres pays vont l'aider en donnant un peu d'argent. Globalement, le Bangladesh reste fragile face au changement global car il a peu de moyens pour se protéger efficacement. Alors ça c'est important parce qu'après on va faire une comparaison. Vous voyez que le grand B, on va s'intéresser à la France face au changement global. Pourquoi on dit que le Bangladesh est fragile ? Il est fragile parce que vu que c'est un pays pauvre, il n'a pas beaucoup d'argent pour se protéger efficacement, et donc s'il y a une catastrophe naturelle, ça va être très grave. Vu qu'on ne peut pas se protéger efficacement, il va y avoir énormément de destruction et énormément de morts. D'accord ? Maintenant, on va passer à notre grand B, la France face au changement global. Alors là, vous n'avez pas de fiche d'activité puisque vous étiez censé faire un travail en équipe avec les documents pages 282 à 285. Vu que vous êtes à la maison, vous n'allez pas faire le travail en équipe tout seul, mais par contre, vous pouvez commencer à regarder les documents, mettre la vidéo en pause. Vous pouvez... Donc voilà. Essayez de répondre tout seul aux questions, par exemple sur une feuille de brouillon, mettez la vidéo en pause, et une fois que c'est fait, vous revenez, et là, on regarde les choses ensemble. Faites-le parce que si vous vous contentez de m'écouter, vous n'allez pas bien retenir. Il vaut mieux que vous fassiez le travail par vous-même, et ensuite vous regardez la correction, là, ça sera beaucoup mieux pour votre mémorisation. Alors, en France, est-ce que le changement global a un impact ? Ben oui, en France aussi, le changement global va avoir des effets importants sur le territoire. Alors, on regarde un peu. Donc, quels effets vont avoir le changement global ? Dans les grandes villes, on va avoir des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Ça veut dire que l'été, la période de canicule va être de plus en plus importante et de plus en plus longue. Et ça augmente avec la pollution, évidemment. Dans les montagnes, on a de moins en moins de neige, et cette neige tient moins bien qu'avant, donc il y a plus de risques d'avalanche. Sur les littoraux, donc je rappelle, les littoraux, c'est les côtes. Sur les littoraux, on a des menaces d'érosion. Donc l'érosion, en fait, c'est la mer qui va petit à petit emmener, alors ça se fait lentement, mais emmener de la terre, et donc grignoter, en fait, la mer va grignoter la côte. Submersion côtière, là, c'est des inondations, en fait, des grandes vagues qui vont inonder, en fait, les villes qui se trouvent près de la côte. On a des ports et des industries qui sont menacés par les inondations. On a aussi, donc dans la partie sud du pays, des risques de sécheresse et de feux de forêt. Et enfin, donc près des fleuves, on a des risques de crues. Une crue, c'est le fleuve qui déborde et qui, là encore, va inonder en fait les territoires qui sont à côté.
D'accord? Donc en France aussi, il y a des conséquences importantes au changement global. Euh, donc, comment est-ce que la France peut arriver à se protéger? Qu'est-ce qu'on essaye de faire en France pour limiter les conséquences du changement climatique? Alors déjà, on va construire des digues un peu plus performantes donc, que des digues en terre. On a les moyens de construire des digues en béton ou de faire ce qu'on appelle des enrochements, ça veut dire qu'on va faire venir avec des camions des gros rochers sur la côte. Là aussi, le but c'est de casser, de freiner les vagues en fait quand elles arrivent, pour que finalement il y ait assez peu d'eau qui rentre dans la ville. D'accord ? On va aussi faire venir des experts. Donc là, vous avez 2 personnes donc, qui, en 2010, visitent des endroits qui ont été inondés après une tempête qui s'appelait la tempête Xynthia. Et ils vont décider, vous voyez, ils ont un plan, ils vont décider de certains endroits qui ne seront plus constructibles. Ça veut dire on n'aura plus le droit d'habiter à ces endroits-là parce qu'ils sont trop susceptibles d'être inondés. Il y a trop de risques en fait que ça soit dangereux, donc tout simplement on interdit aux gens d'habiter à cet endroit-là. Juste, là je fais une toute petite parenthèse, vous voyez, j'avais oublié, mais là vous avez en fait une photo qui vous montre ce que c'est que l'érosion côtière. Donc comme je vous le disais, c'est la mer qui petit à petit grignote en fait la terre. La maison avant, elle n'était pas, il y avait probablement un long terrain ici, mais petit à petit, la mer a avancé, grignoté. Et d'ici quelques années, cette maison n'existera plus. Elle se sera effondrée, puisque là, tout ce qu'il y a ici, c'est pareil. Ça va être amené par la mer, et quand en fait la mer arrivera là, la maison va s'écrouler dedans. D'accord ? Donc là, c'est pareil, on fait évacuer les populations de ces maisons, et on dit que à partir de maintenant, c'est interdit d'habiter à cet endroit-là. D'autres choses. En France, toujours, les espaces agricoles, eux aussi, vont être sujets aux effets du changement global. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il allait y avoir plus de sécheresse. Ça va poser problème, puisque plus de sécheresse, ça veut dire moins d'eau pour l'agriculture. Or, l'agriculture nécessite beaucoup d'eau pour arroser donc les champs. Donc, face à ça, les agriculteurs français vont essayer de s'adapter. Donc, certains vont essayer, par exemple, de produire d'autres céréales, d'autres produits qui ont moins besoin d'eau. Au lieu de planter, par exemple, du maïs ou du blé, ils vont planter le sorgho. Le sorgho, donc, c'est une céréale tropicale qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc on se dit pourquoi pas planter ça en France. Si on a de plus en plus de sécheresse, au moins cette plante-là, elle résistera. On va aussi essayer d'autres choses comme ce qu'on appelle l'agroforesterie. Même chose, je lis pas tout le texte, vous êtes censé l'avoir fait à la maison. L'agroforesterie, c'est une technique agricole, en fait, où pour parler clairement, on va cultiver des choses à l'ombre d'arbres d'une forêt. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut imaginer une forêt, mais où les arbres sont relativement espacés, et entre les arbres, vous avez des cultures. Alors vous allez dire, pourquoi faire ça ? Si les cultures, par exemple le blé, etc., est à l'ombre des arbres, la terre va être plus humide, va mieux garder l'humidité, vu qu'on est à l'ombre. Et du coup, on a moins besoin d'arroser, on a moins besoin d'eau, et ça permet en fait de l'économiser. Donc, les agriculteurs, eux aussi, essayent de s'adapter aux effets du changement climatique. Et enfin, on a les effets du changement global en montagne. Donc, en montagne, c'est assez problématique pour les stations de ski qui attirent les touristes justement avec la neige en disant venez, vous pouvez faire du ski, etc. Sauf que de la neige, avec le changement global, va y en avoir de moins en moins. Et de moins en moins longtemps. Il faudra monter de plus en plus haut sur la montagne pour en avoir, et ça ne durera pas longtemps. Donc face à ça, les stations de ski, elles ont plusieurs solutions. Premièrement, utiliser de la neige artificielle, donc faire marcher ce qu'on appelle des canons à neige.
Le problème, c'est que les canons à neige, ça consomme beaucoup d'eau, ça consomme beaucoup d'électricité, et en plus de ça, il faut quand même que les températures soient négatives, parce que vous pouvez pas faire de fausse neige s'il fait plus de 0 degré, on va dire, parce que ça fond directement. Donc c'est pas parfait, parce que le principal problème, c'est que ça consomme énormément d'eau. Il y a aussi une autre solution, c'est d'amener de la neige, de faire descendre de la neige, si vous voulez, du sommet de la montagne vers le bas, afin de pouvoir ouvrir toutes les pistes. Alors, le problème avec ça, c'est que les hélicoptères, ils polluent, hein. Un hélicoptère, ça marche avec un moteur, et donc ça pollue, donc on essaye de régler des problèmes qui sont liés au réchauffement climatique et donc à la pollution avec des moyens qui polluent. Donc c'est pas idéal non plus, même si on le fait parce que les touristes ils veulent de la neige pour skier. Quelque chose qui semble à privilégier, c'est la diversification des activités des stations. Même chose, vous êtes censé avoir lu le texte, mais le texte explique en gros que les stations de ski vont de plus en plus proposer autre chose qu'uniquement le ski. C'est ce passage-là. D'accord ? On va essayer de leur proposer d'autres activités et pas uniquement le ski alpin. On va dire, là, il n'y a pas de neige, mais par contre, vous pouvez aller faire des randonnées, découvrir la nature, vous pouvez descendre les pistes en VTT, par exemple, s'il n'y a pas de neige, vous pouvez faire ça, vous pouvez aller faire de l'escalade à la montagne, enfin, essayez de montrer aux touristes qu'il y a plein d'autres choses à faire que du ski à la montagne pour qu'ils continuent de venir quand même, malgré en fait l'absence de neige. Donc, là, on va pouvoir prendre la correction, donc le à retenir. Donc la France est elle aussi de plus en plus confrontée au changement global. Ce dernier a plusieurs conséquences, comme davantage de vagues de chaleur dans les grandes villes, des inondations, beaucoup plus de périodes de sécheresse, la fonte des neiges en montagne et l'érosion, on a vu ce que c'était, des littoraux. Le pays s'adapte et met en place des solutions. Sur les littoraux, des aménagements sont construits pour limiter l'érosion. Donc on va pouvoir construire des digues. Mais contrairement aux digues au Bangladesh, on va avoir les moyens de construire des digues solides. Il y a des scientifiques qui se sont penchés dessus, qui savent comment la construire, en quels matériaux, on a les moyens de payer ça, etc. On va aussi prendre des interdictions pour construire des habitations dans les zones en fait, qui risquent le plus d'être inondées, pour que ça soit moins dangereux. Les agriculteurs vont aussi faire des expérimentations, donc ils vont tenter des choses pour essayer de s'adapter à la sécheresse. Donc certains vont essayer des cultures qui ont besoin de moins d'eau, comme le sorgho, d'autres vont faire de l'agroforesterie, donc c'est l'agriculture à l'ombre d'une forêt, d'accord, pour économiser l'eau. En montagne, pour pallier au manque de neige, donc pour s'adapter au manque de neige, les stations de ski utilisent davantage de neige artificielle, problème, c'est très gourmand en eau, ou vont se diversifier en proposant d'autres activités que le ski aux touristes. Étant un pays développé, la France a davantage de moyens pour s'adapter au changement global pour le Bangladesh. La France a plus d'argent, plus de moyens, plus de scientifiques qui travaillent pour elle, pour mieux réagir et mieux protéger sa population. Donc on comprend déjà que les pays ne sont pas à égalité face au changement global. Il y a des pays qui peuvent mieux se préparer, comme la France, parce que c'est un pays riche et développé, et des pays qui sont plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger efficacement, comme le Bangladesh, pays en développement. On passe au bilan des études de cas avec la page 286 et 287, donc j'avance un peu. Donc c'est l'exercice que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de valider des hypothèses. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Donc, on a eu 8 propositions, mais on va en retenir que 4. D'accord ? De manière générale, donc encore une fois, là on parle pas seulement de la France, pas seulement du Bangladesh, c'est général, c'est avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Les réponses aux effets du changement climatique nous montrent plutôt que les pays pauvres sont mieux équipés et mieux préparés. Bon, ça clairement, on a vu que c'était pas le cas. Non, les pays pauvres, au contraire, ont moins de moyens et sont moins bien préparés que les pays riches.
mieux préparé, ça veut dire aussi qu'on a mieux expliqué à la population ce qu'il fallait faire. Dans les pays riches et développés comme en France, les gens sont occupés de télévision, ils ont internet, ils ont les moyens de s'informer, les enfants vont à l'école, et là pareil, les professeurs leur expliquent ce qu'il faut faire en cas de catastrophe. Au Bangladesh, les gens sont très très pauvres, beaucoup n'ont pas l'électricité, et ils ont encore moins les moyens de s'acheter une télé, d'avoir internet, etc. Donc ils ne peuvent pas en fait s'informer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au cas où il y a une inondation? Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école, on ne leur explique pas. C'est uniquement, comme on l'a vu, donc des campagnes de prévention, des gens qui viennent dans les villages, mais ils ne peuvent pas forcément aller partout. Les risques naturels sont plus importants avec l'augmentation des activités humaines. Alors, prenez 2 secondes pour réfléchir à celui-là. Donc, oui, ça c'est vrai, les risques naturels augmentent avec l'augmentation des activités humaines, puisque les activités humaines génèrent de la pollution, et c'est cette pollution qui va aggraver en fait l'effet de serre et qui va réchauffer la planète, et c'est à cause de ce réchauffement-là qu'on a plus de cyclones, de tempêtes, etc., d'inondations. Donc oui, les risques naturels sont liés à l'augmentation des activités humaines. Les populations pauvres sont moins exposées que les populations riches. Bon, ça rejoint le 1, ça c'est complètement faux. Les populations pauvres, au contraire, elles sont plus fragiles puisque leur gouvernement, leur pays peut moins les protéger vu qu'ils ont moins de moyens. La gestion des problèmes se fait uniquement au niveau local. Ça veut dire, on essaye de trouver des solutions uniquement dans les villes et les villages. Bah ça, on a vu que c'était faux. Alors oui, on essaye de trouver des solutions au niveau local, les gens peuvent s'organiser dans leur ville et leur village, mais les gouvernements réfléchissent aussi à l'échelle du pays, et même les pays discutent entre eux, essayent de trouver des solutions globales, donc à l'échelle du monde. Même si, encore une fois, c'est lent, parce qu'il faut que beaucoup de pays se mettent d'accord. 5. Les risques et les adaptations des sociétés au changement, oui, dépendent du niveau de développement. Est-ce que la gravité des risques et ce que les sociétés peuvent faire pour s'adapter en fait aux effets du changement global dépend du niveau de développement du pays? Bah oui, ça aussi c'est vrai. On a vu que plus le pays était riche et développé, plus il avait de scientifiques à sa disposition qui peuvent réfléchir à des solutions efficaces, et plus il avait les moyens, l'argent si vous voulez, de les mettre en œuvre. Donc oui, ça évidemment c'est vrai. 6. Les effets du changement global sont impossibles à prévoir. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Alors, c'est ni complètement vrai ni complètement faux en fait celle-là, c'est un peu un piège. On peut savoir ce qui va se passer. On peut faire des modélisations mathématiques, des algorithmes, il y a des scientifiques qui travaillent dessus, etc. On sait qu'avec le changement global, il va y avoir de plus en plus de catastrophes naturelles, comme on l'a dit donc, en début de partie, plus d'inondations, plus de sécheresse, etc. Ça, on le sait. Par contre, dans quelle proportion exacte, ça, on ne peut pas le savoir. En tout cas, pas au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas savoir exactement combien d'inondations il y aura, à quel endroit, etc. Ça, on ne peut pas, parce que ça va dépendre, encore une fois, aussi de l'action des pays. Est-ce qu'on va arriver à réduire la pollution d'année en année, ou est-ce qu'au contraire, on va continuer comme on le fait? Tout ça, évidemment, on va changer les données. Donc, on va plutôt dire que c'est faux. Si on sait prévoir, le seul truc c'est que on ne sait pas prévoir exactement, de façon très précise, les effets du changement global. 7. Il faut limiter ce qui renforce les risques. Urbanisation, déforestation, transport routier. Bah oui, ça c'est vrai aussi. Si on veut donc qu'il y ait moins de risques liés au changement global, bah oui, il va falloir faire attention à la déforestation. Il va falloir faire attention à tout ce qui pollue, comme les transports routiers, les usines qui sont très polluantes, tout ce qui utilise les usines surtout qui utilisent du charbon, par exemple en Asie. L'urbanisation, là c'est pareil, le fait de goudronner, de mettre du goudron et du béton partout, bah, si jamais il y a de l'eau, le goudron n'absorbe pas l'eau comme le ferait la terre. Donc plus on va mettre de goudron et de béton, plus on aggrave en fait les potentiels risques d'inondation. Enfin, l'inondation risque d'être plus grave en fait. Donc pour tout ça,
il faut faire attention, il faut essayer de limiter la pollution, limiter la déforestation, parce que c'est pareil, la forêt, on a parlé des mangroves, mais c'est vrai aussi pour les autres forêts, les forêts vont absorber une partie de l'eau, vont permettre de ralentir les tempêtes, les cyclones, etc. Et si on les coupe, bah, la Terre se retrouve à nu, et là, la tempête, elle va passer beaucoup plus rapidement, elle va être beaucoup plus destructrice. Les réponses aux risques concernent tous les acteurs et toutes les échelles. Ça veut dire que pour avoir de vraies solutions, il faut que tout le monde réfléchisse ensemble à toutes les échelles. Bah ça c'est vrai. Il faut agir au niveau local, parce que les gens d'un village ou d'une ville savent mieux en fait comment se protéger. Ils savent, bah, là-bas on sait qu'il y a un risque parce que cet endroit-là il n'est pas surélevé, on va pouvoir agir. Au niveau des pays, les gouvernements ont aussi leur rôle à jouer, et même au niveau international, il faut que les pays discutent entre eux et trouvent des solutions pour essayer de moins polluer. Donc, le bilan de l'étude de cas, alors je ne reprends pas tout parce que je viens de le dire, mais vous pouvez prendre la correction. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, là c'est pareil, vous n'hésitez pas à poser la question par mail, ou un tout petit peu plus tard, il y aura probablement un live de questions là-dessus. On avance. Grand 2, on a fini avec les études de cas, le changement global et ses effets dans le monde. Même chose, je répète ce que j'ai dit au début, n'allez pas trop vite, n'essayez pas de faire tout d'un coup, vous pouvez couper, revenir plus tard, faites à votre rythme petit à petit. D'accord ? Donc, grand 2, le changement global et ses effets dans le monde, on va répondre aux questions page 288. Alors, on y va. J'avance. Donc, on a une grande carte, et la première question qui vous est posée, c'est quel pays, ça je peux l'enlever, quel pays amplifie, quel pays aggrave le changement global. Donc, si vous avez un tout petit peu suivi, vous comprenez qu'en fait, c'est les pays qui polluent le plus, qui aggravent le plus la situation. Donc, ce qui nous intéresse sur cette carte, c'est ce figuré-là, qui nous montre les 5 principaux émetteurs de CO2, c'est-à-dire les pays qui rejettent le plus de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, c'est le principal gaz polluant qui va aggraver le réchauffement climatique. Donc, les 5 pays qui rejettent le plus de CO2, c'est, alors en premier, la Chine, avec 27,2%, donc c'est énorme, hein. Pourquoi ? On en a déjà parlé dans un précédent chapitre, surtout à cause de ces usines au charbon qui polluent énormément. On a aussi les États-Unis, qui représentent 14% des émissions de CO2 sur la planète, mais aussi l'Inde, la Russie et le Japon. D'accord ? Donc, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon sont les principaux pays émetteurs de CO2, en raison de leur industrie polluante. Les pays responsables du changement global sont donc surtout des pays riches et des pays émergents, d'accord ? Ce qui est logique, dans les pays pauvres, bah, on a beaucoup moins d'usines, les habitants ont beaucoup moins de voitures aussi, donc bah, ça va moins polluer, logiquement, alors que dans les pays riches et les pays émergents, là, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de voitures et d'équipements chez des populations qui sont plus aisées, donc il va y avoir beaucoup plus d'émissions de gaz polluants. Deuxième question, quelles sont les régions du monde les plus exposées aux risques naturels ? Alors, là, on va tout masquer, et on va y aller petit à petit. Donc, les risques naturels. Ici, vous avez en jaune les endroits du monde où on a un risque de désertification. Ça veut dire que les déserts vont avancer, vont devenir plus grands, si vous voulez. Ils vont prendre plus de place et s'étaler sur des endroits où avant, il y avait autre chose que des déserts. Donc, si on regarde, on a ici le Sahara. Vous voyez que le Sahara va... c'est pas encore certain, mais peut avancer en direction donc du Maghreb, des pays qui sont au niveau de la Corne de l'Afrique, et alors là c'est pas le Sahara, mais la partie sud-ouest de l'Afrique peut aussi être sujette à la désertification. On a aussi ce risque-là donc sur le continent américain, donc ici et ici, donc le long de la cordillère des Andes.
En Asie et sur la péninsule arabique, c'est la même chose. On va aussi avoir des sécheresses de plus en plus prononcées et des déserts, comme le désert de Gobi ici, qui lui aussi va pouvoir avancer et prendre de plus en plus de place. Et enfin, là aussi, le désert australien qui va pouvoir avancer. Ça, c'est la première chose. Les petits triangles bleus ici nous montrent les grands deltas qui sont exposés à l'élévation du niveau des mers. C'est-à-dire c'est les territoires qui vont être sujets à, la perte de territoire parce que le niveau de l'eau augmente. Vu que les températures se réchauffent, on a les glaces des pôles et les grands glaciers qui fondent et qui font que le niveau de la mer augmente. Le niveau de la mer augmente et va menacer certains territoires, donc qu'on appelle en géographie des deltas, c'est des endroits qui sont bas et où l'eau, si vous voulez, va facilement s'engouffrer. D'accord ? On a aussi des îles qui sont menacées de subversion, c'est des îles qui sont pas très hautes, si vous voulez, qui sont peu élevées. Donc le niveau de la mer en montant va risquer en fait de submerger ces îles, de les faire pas couler parce qu'elles vont pas vraiment couler, mais le niveau de la mer en fait va passer au-dessus du niveau de la terre sur l'île. D'accord ? On a aussi l'augmentation des risques de cyclones, donc un petit peu partout sur les côtes. Donc, si on résume un peu, il y a une augmentation des risques, notamment sur les littoraux. D'accord ? Or, les littoraux, c'est des espaces qui sont très très peuplés dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a donc plus d'un habitant sur deux qui habite à moins de 50 km du littoral. Donc, c'est des espaces qui sont à fort risque puisqu'il y a beaucoup d'habitants. Donc, les littoraux sont les régions du monde les plus exposées aux risques naturels. Ils sont vulnérables à l'augmentation du niveau de la mer, aux cyclones et aux inondations. Beaucoup d'îles sont également menacées puisqu'elles sont juste au-dessus du niveau de la mer, et donc si le niveau de la mer augmente, ne serait-ce que de quelques centimètres, elles risquent la submersion. D'autres régions du monde, comme l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, sont menacées de désertification, ça veut dire une très grande sécheresse, et au bout d'un moment, la transformation de ces territoires en désert. Pourquoi n'existe-t-il pas, ou presque, de risque en Antarctique? Alors là, on n'a même pas besoin de documents, essayez de réfléchir un tout petit peu chez vous à la question. Pourquoi en Antarctique, on n'a pas de risque? Alors il faudrait peut-être préciser de risque pour les sociétés humaines. Tout simplement parce que c'est des territoires qui sont très très peu peuplés. Donc quand bien même il y ait des catastrophes naturelles là-bas, ça ne menace pas, ou très très peu, la vie d'êtres humains ou des constructions. Donc il n'existe pas ou presque pas de risque en Antarctique car ce continent n'est quasiment pas peuplé. La fonte des glaces là-bas ne menace donc pas directement les hommes à cet endroit. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est pas grave, hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de risque en Antarctique. Un risque, c'est sous-entendu un risque pour les hommes, un risque de mort directe. En Antarctique, il n'y a pas ou très très peu d'habitants, donc ça menace personne. Par contre, la glace qui fond se retrouve dans les océans montent, et ça va générer d'autres problèmes dont on a déjà parlé. Quel lien peut-on établir entre le développement d'un pays et sa capacité d'adaptation au changement global? Bon ça, globalement, on l'a déjà dit. Si vous regardez les endroits ici qui sont entourés de rouge, vous avez les territoires qui sont donc faiblement adaptés au changement global. C'est-à-dire, dans les pays qui sont à l'intérieur des traits rouges, les populations ne sont pas assez bien protégées, on n'a pas réussi à construire suffisamment de choses pour endiguer, pour se protéger encore une fois du changement global. Et si vous regardez ces pays qui n'arrivent pas à se protéger correctement, globalement vous repérez que c'est des pays qui sont pauvres. D'accord ? Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, plus le pays est riche et développé, plus il va pouvoir donc bénéficier du travail de scientifiques, il va pouvoir avoir les moyens de payer des choses qui sont parfois très très chères pour se protéger,
Alors que dans les pays pauvres, bah, on ne peut pas. On ne peut pas payer suffisamment en fait de construction qui pourrait permettre de protéger le pays. Donc, de manière générale, moins un pays est développé, plus il est vulnérable, donc fragile, face aux risques naturels. En effet, un pays pauvre et peu développé n'a pas les moyens de mettre en place des solutions vraiment efficaces contre les conséquences du changement global. Donc ça c'est vraiment important parce que ça montre encore une fois que les pays ne sont pas égaux face au changement global. Alors, le à retenir, on lit tout, on vérifie que vous avez bien compris. L'activité humaine accentue le changement climatique. Depuis le 19e siècle, les gaz à effet de serre rejetés par les industries et les transports accélèrent le réchauffement du climat. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est les usines, la pollution des voitures, etc., qui rejettent des gaz polluants, notamment le CO2, et donc qui vont accélérer, aggraver l'effet de serre et le réchauffement climatique. Ce réchauffement augmente les risques naturels, vu que le climat se réchauffe, ça modifie les courants et le climat sur la planète, et donc ça augmente les risques de tempêtes, d'inondations, de cyclones et de sécheresses. La déforestation et l'urbanisation accentuent encore certains risques. Ça, je vous l'ai déjà expliqué un peu avant dans la vidéo. La déforestation, le fait de couper les forêts, ça fait que la terre se retrouve à nu et qu'il n'y a plus rien pour freiner les vagues ou les tempêtes. L'urbanisation, c'est pareil, parce qu'on va imperméabiliser les sols. La terre nue va pouvoir absorber l'eau, un tout petit peu au moins. Par contre, en ville, on a du goudron, du béton, des choses sur lesquelles en fait l'eau glisse et par lesquelles elle n'est pas absorbée. Donc le fait d'urbaniser, de construire des villes, ça accentue encore certains risques parce que les inondations sont beaucoup plus graves. Certaines sociétés humaines sont plus vulnérables, donc sont plus fragiles que d'autres face à ces risques. Les pays en développement ont très peu de moyens, sont trop pauvres en fait pour s'adapter et se protéger efficacement. Ils ne peuvent pas payer ce qu'il faudrait pour arriver à se protéger comme il le faut. Les catastrophes y font donc beaucoup plus de dégâts et de victimes. Vu que les moyens en fait déployés pour essayer de se protéger sont un peu comme on l'a vu avec le Bangladesh, les moyens du bord, qui n'a pas assez d'argent pour construire des choses assez efficaces, bah forcément, quand il y a une catastrophe naturelle comme une inondation, un cyclone là-bas, ça fait beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de victimes que dans un pays riche et développé. Si vous avez donc un tsunami ou une inondation au Bangladesh, il va y avoir des milliers et des milliers de morts, alors que dans un pays riche et développé comme le Japon, dans beaucoup de cas, il n'y aura pas ou très peu de morts et de destruction. Pourquoi ? Parce que le Japon a les moyens de construire des grosses digues en béton qui peuvent s'ouvrir, se fermer, va avoir les moyens donc de construire des systèmes d'alarme performants. Quand on détecte donc une fluctuation dans le niveau de la mer, donc il y a des petits appareils en fait qui mesurent tout ça et qui vont pouvoir prévenir des heures à l'avance donc les scientifiques qui à leur tour vont alerter la population. Tout ça, il n'y a pas au Bangladesh, donc les gens ils se rendent compte souvent trop tard en fait qu'une catastrophe est en train d'arriver. Donc ça c'est vraiment très important. Certaines sociétés humaines sont plus fragiles que d'autres, les habitants des pays pauvres n'ont pas les moyens de se protéger, et donc quand il y a une catastrophe naturelle dans un pays pauvre, c'est le plus souvent beaucoup plus grave, il y a beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de victimes. Pour se protéger contre les risques, les réponses sont apportées à toutes les échelles. Ça veut dire qu'à toutes les échelles, on essaye de faire quelque chose. À l'échelle locale, les populations aménagent leur territoire. Aménagent, ça veut dire construisent des choses. Pour se protéger, par exemple, on va construire des digues, plus ou moins efficaces en fonction des moyens, encore une fois. À l'échelle nationale, donc à l'échelle des pays, les gouvernements favorisent la prévention, donc les gouvernements vont essayer donc d'expliquer à la population, soit à l'école, soit dans les médias, etc., qu'est-ce qu'il faut faire en cas de catastrophe naturelle. Ils vont aussi interdire les constructions aux endroits les plus exposés au risque. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec le cas de la France. Dans un endroit qui est défini, qui est identifié par des scientifiques comme zone inondable, on interdit tout simplement les constructions en disant « bah non, ici c'est trop dangereux, personne n'a le droit d'habiter à cet endroit-là ».
À l'échelle internationale, les pays collaborent, ça veut dire travaillent ensemble, pour tenter de trouver des solutions durables. Donc là, c'est trouver des solutions durables, en gros, c'est se mettre d'accord pour que chaque pays réduise ses émissions de gaz à effet de serre, réduise sa pollution. En 2015, par exemple, on a eu la COP 21 qui a réuni 197 pays à Paris pour tenter de trouver un accord et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on se met d'accord, mais d'une part, c'est pas toujours respecté. D'autre part, c'est assez lent, et pour beaucoup de scientifiques, c'est un peu trop lent. C'est-à-dire qu'on ne réduit pas la pollution suffisamment pour se prémunir en fait des conséquences du changement global. Néanmoins, il y a d'autres réunions qui continuent à être organisées, on continue de discuter, donc là, à voir comment ça se passera dans les années qui viennent, est-ce qu'on arrive à prendre des décisions pour bien réduire la pollution. En conclusion, le changement global augmente les risques naturels, ces changements concernent toutes les sociétés humaines qui doivent donc agir ensemble pour tenter de trouver des solutions durables. En d'autres termes, le changement global concerne tout le monde, tous les pays sont concernés, les habitants sont concernés, les gouvernements sont concernés, et tout le monde doit essayer d'agir ensemble pour essayer de trouver des solutions. D'accord ? Voilà. Encore une fois, j'espère avoir été clair dans cette vidéo, que ça vous aura aidé à comprendre ce chapitre. Si vous avez des questions de possibilités, vous pouvez me les envoyer par mail et j'essaierai d'y répondre. Sinon, vous pouvez les mettre de côté et attendre donc le live qui sera organisé donc d'ici quelques temps. Je vais réfléchir à la date pour me les poser en direct et là je répondrai donc à vos questions et à celles de vos camarades à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, bon courage encore une fois pour le confinement et pour le travail que vous avez à faire, et puis à bientôt, au revoir.